Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, Nour El-Bedoui a reçu ce dimanche officiellement ses fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur. Santé, un partenariat public-privé sur comment mieux gérer le diabète. Corée du Sud, John Kerry à Séoul pour discuter de la Corée du Nord. Japon, 30 000 manifestants dénoncent la relocalisation d'une base militaire américaine. Nouvelle donne scientifique avec la découverte du premier poisson à sang chaud. Nous débutons ce journal avec le Premier ministre tunisien Habib Sid, reçu en fin de journée par le président Bouteflika, qui a confirmé durant sa visite en Algérie soutenir les bonnes relations entre les deux pays dans tous les domaines, et ce, par plus d'entraide dans le domaine de l'économie et de la sécurité. Le chef du gouvernement tunisien a été reçu par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellel, du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et du ministre des Affaires maghrébines et africaines et de la coopération internationale Abdelkader Messahel. Habib Sid a exprimé dès son arrivée en Algérie sa volonté d'améliorer les bonnes relations algéro-tunisiennes pour une collaboration stratégique dans tous les domaines. À cet égard, il souhaite que les relations bilatérales entre Alger et Tunis consolident les liens de fraternité entre les deux pays tout en leur insufflant une nouvelle dynamique, dans une période où nos relations communes témoignent d'un échange de qualité sur différents niveaux. Toujours sur la diplomatie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a reçu ce samedi, au siège du ministère de la Défense nationale, le ministre tunisien de la Défense, Farhat El-Harchani. Les deux parties ont abordé lors de ces entretiens l'état de la coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et moyens susceptibles de la développer et de la renforcer davantage en ce qui sert au mieux les intérêts des armées des deux pays frères, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Les deux parties ont également échangé les points de vue et les analyses au sujet du contexte sécuritaire prévalant dans la région, en vue d'instaurer une meilleure coordination dans le domaine de la coopération sécuritaire, a précisé la même source. La politique, Nour El-Bedoui a reçu ce dimanche ses fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur par M. Taïeb El-Aïz, qui occupe actuellement le poste de conseiller personnel du président de la République. Le ministre Nour El-Bedoui a exprimé sa reconnaissance pour la confiance du président Abdelaziz Bouteflika. Il a déclaré que la responsabilité qui lui a été confiée par le président est honorable et il a promis de fournir les efforts nécessaires afin d'être à la hauteur des attentes du citoyen algérien. Côté logement, Abdelkader Zour, le wali d'Alger, a tenu dimanche une conférence de presse sur l'opération de déménagement qui aura lieu ce mardi. Un processus de relogement qui a déjà débuté l'année dernière concernera près de 2300 familles dans cette opération. L'opération touchera 52 sites répartis sur 34 communes, parmi lesquelles 10 nouvelles communes qui seront touchées pour la première fois par le déménagement. بدورها حوالي 2300 عائلة قاطنة ب 52 موقع سكني غير لائق موزع عبر إقليم 34 بلدية، منها 10 بلديات جديدة تمسها عملية الترحال للمرة الأولى، لتشمل بذلك عملية الترحال كافة بلدية العاصمة. وللعلم فإن أكبر حصة ذهبت هذه المرة للسكان بلديات الدائرة الإدارية لسيدي محمد بأزيد من 600 عائلة، وذلك قصد إزالة أغلب النقاط السوداء التي لا طالما شوهت قلب العاصمة. ضمان نجاح هذه العملية والتكفل الجيد والأمثل بالعائلات المزمع ترحيلها، سخرت الولاية إمكانيات بشرية جد معتبرة تعمل بنظام دوام وتتمثل في حوالي 800 و 300 تعون من 9 مؤسسات ولائية و23 بلدية، ناهيك عن أعوان وإطارات مختلف المصالح الأمنية الحماية المدنية. La santé, avec un programme d'éducation thérapeutique sur le diabète qui a été lancé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en partenariat avec la société Lilly Algérie, dans le cadre d'une convention de partenariat signée en juillet 2014 sur le thème de l'éducation thérapeutique sur le diabète.
Le partenariat entre le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière et Lilly vise à prévenir et à sensibiliser la population pour le contrôle du diabète à travers un programme appelé Conversation sur le diabète, qui consiste à former les professionnels de la santé. Il a pour objectif d'éviter et de diminuer les complications liées au diabète. Et c'est un engagement qui est centré sur le patient. Notre mission, notre philosophie, ce sont des solutions personnalisées pour la vie de tous les jours du patient diabétique, parce que chaque patient a des besoins qui lui sont spécifiques et a des difficultés d'aborder sa pathologie qui lui sont spécifiques. La mise en place de ce partenariat se déroulera en 3 séminaires ateliers de formation à Alger, Oran et Constantine, qui regroupent des centaines de professionnels du secteur de la santé médicale et paramédicale, encadrés par des experts formateurs, certifiés par la Fédération internationale de diabète. Lancé en 2008 à l'échelle mondiale et en 2011 en Algérie, ce programme implique activement les diabétiques dans la prise en charge de leur maladie à travers des séances de conversation animées par un éducateur formé et avec une méthode éducative et novatrice. Pourquoi il est innovant ce programme ? Parce qu'il utilise des cartes de conversation autour desquelles les patients vont finalement partager leurs propres expériences, leurs propres peurs, leurs propres freins et leurs propres difficultés avec le diabète, avec cette maladie. Toujours sous un regard bienveillant et d'accompagnement d'un facilitateur. Donc c'est une personne qui aura été formée par nos experts formateurs sur cet outil carte de conversation sur le diabète. Plusieurs thèmes et questions seront traités, comme par exemple comment vivre le diabète, comment démarrer une insulinothérapie, comment vivre un diabète de type 1 en famille ou comment gérer le diabète pendant le mois de Ramadan. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, la police judiciaire de Koléa a mis en arrestation un groupe de contrebandiers composé de 4 personnes âgées entre 31 et 65 ans, spécialisées dans la fraude et le trafic de faux billets. En plus de saisies d'armes blanches, la police a réquisitionné une quantité considérable de faux billets estimés à 505 000 €, après les fouilles des domiciles des suspects. Les accusés seront appelés à passer devant le procureur une fois l'enquête achevée. L'armée nationale a confirmé dans son éditorial de la revue de l'armée du mois de mai qu'elle va continuer son travail de protection des frontières en affrontant toute tentative d'incursion des forces terroristes et criminelles sur le territoire algérien. Le porte-parole de l'armée nationale a déclaré que nos forces armées font des efforts considérables, surtout aux frontières, et qu'elles ont eu le soutien matériel pour mener à bien leur mission. La revue a soutenu que l'armée nationale continue sa lutte contre toute tentative d'incursion d'éléments terroristes à l'intérieur du pays. Beaucoup de vigilance et un travail incessant dans la préparation au combat est exigé pour prévenir les menaces potentielles. Une délégation d'hommes d'affaires algériens se rendra à Riyad, en Arabie Saoudite, du 16 au 20 mai 2015. La Chambre de commerce et d'industrie a indiqué dans un communiqué que la visite aura pour objectif d'explorer les opportunités d'affaires entre les deux pays et sera conduite par le président de la CACI, Mohamed Laïd Ben Amor. La délégation algérienne regroupe 40 opérateurs économiques représentant divers secteurs qui ont pour objectif de renforcer les relations économiques et commerciales algéro-saoudiennes et d'examiner les opportunités d'affaires et de collaboration entre les deux pays. Les échanges entre les deux pays ont atteint les $1 600 durant le premier trimestre 2015, un volume qui a dépassé la volonté et les attentes des deux pays. Sur le plan international, l'émissaire de l'ONU au Yémen a appelé dimanche lors d'une conférence de presse à Riyad, boycottée par les rebelles Houthis pro-iraniens, à prolonger la trêve humanitaire de 5 jours observée par la coalition arabe contre les rebelles qui expire dimanche à 20h GMT. Cet appel a été lancé alors que de violents combats opposant rebelles et forces pro-gouvernementales ont fait encore des victimes civiles dans le sud du pays. M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, s'adressant au nom du secrétaire général de l'ONU devant une conférence à Riyad sur la crise yéménite, appelle toutes les parties à respecter cette trêve pour au moins 5 jours supplémentaires, estimant qu'elle devra se transformer en un cessez-le-feu permanent. Le conflit a attisé la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, accusés par Riyad d'armer les rebelles Houthis. L'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés a fait atterrir samedi à Sanaa 2 vols humanitaires après 2 vols vendredi selon une source aéroportuaire. Un navire iranien transportant quelques 2500 tonnes d'aide humanitaire destinée au Yémen est arrivé dimanche dans le golfe d'Aden malgré la mise en garde des États-Unis. Il devra atteindre un port contrôlé par les rebelles dans 4 jours, selon une agence de presse iranienne. La conférence de Riyad, qui réunit pendant 3 jours quelques 400 délégués, s'est ouverte en l'absence des Houthis, principaux protagonistes du conflit.
Le président Hadi a cependant affirmé n'exclure aucune partie. Cette conférence concerne tous les Yéménites et leurs différentes composantes, a-t-il dit devant les participants. Dans son entourage, on a affirmé à l'AFP que les rebelles chiites avaient été officiellement invités à la conférence de Riyad, mais qu'ils avaient refusé d'y participer. Diplomatie internationale, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Séoul pour une visite d'État de 2 jours destinée à discuter des menaces nord-coréennes et d'autres questions liées à la sécurité. John Kerry s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères avant de donner une conférence de presse conjointe. Il s'agira de la 2e réunion entre les chefs des diplomaties sud-coréennes et américaines depuis le début de cette année. La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que Kerry et Yoon discuteraient des préparatifs du sommet entre la présidente Park Geun-hye et son homologue américain Barack Obama, qui aura lieu le mois prochain à Washington, et du renforcement de l'alliance bilatérale. La région se trouve actuellement dans une situation délicate. La Corée du Nord a également tiré cette semaine des centaines d'obus lors d'exercices près de la frontière intercoréenne en mer Jaune. Avant de rencontrer Yoon, le chef de la diplomatie américaine sera reçu par la présidente Park. Son programme à Séoul inclut également une visite au commandement des forces américaines en Corée du Sud et une intervention sur la cybersécurité à l'université de Goryeo. John Kerry a appelé à nouveau la Corée du Nord à se conformer à ses obligations internationales. Terrorisme, un haut responsable de Daesh présenté comme étant Abu Sayyaf a été tué par des forces spéciales américaines lors d'une opération à Al-Amr, dans l'est de la Syrie, a annoncé samedi 16 mai le secrétaire à la Défense Ashton Carter, confirmant ainsi une information de la chaîne CNN. Abu Sayyaf avait été impliqué dans des opérations militaires de Daesh et a aussi contribué à diriger ses opérations pétrolières, gazières et financières, a précisé Ashton Carter. Considéré par le Pentagone comme un financier des terroristes, de plus en plus impliqué dans le côté opérationnel, sa mort pourrait réduire leur capacité à engranger de l'argent, selon un responsable de la défense américaine. Les États-Unis ont par la même occasion revendiqué pour la première fois une opération au sol contre le groupe terroriste. Jusqu'ici, à quelques exceptions près, les États-Unis avaient surtout frappé le groupe par le biais de leurs bombardements aériens. La femme d'Abu Sayyaf a également été capturée et se trouve désormais en Irak sous la garde de soldats américains, a indiqué la Maison-Blanche en précisant que l'opération s'était déroulée sur ordre du président Barack Obama avec l'accord des autorités irakiennes. Les États-Unis ont exprimé dimanche leur profonde préoccupation après la condamnation à mort de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi, un verdict qui, selon les experts, traduit la guerre totale lancée par le pouvoir contre la confrérie des frères musulmans. Alliés de longue date du Caire mais qui critiquent régulièrement la répression visant les partisans de M. Morsi, les États-Unis se sont dit dimanche profondément préoccupés par ce verdict. Selon un diplomate américain, sous le couvert de l'anonymat, les États-Unis se sont toujours élevés contre la pratique des procès de masse et des condamnations de masse qui sont menées d'une manière contraire aux obligations internationales de l'Égypte et au respect de la loi. Dans les mois qui ont suivi la destitution de M. Morsi, plus de 1400 manifestants ont été tués et au moins 15 000 emprisonnés. Des centaines ont depuis été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs, qualifiés par l'ONU de sans précédent dans l'histoire récente du monde. Dimanche, les autorités carcérales ont d'ailleurs pendu 6 hommes reconnus coupables d'avoir mené des attaques contre l'armée pour le compte d'Ansar Hayt al-Maqdis, la branche égyptienne du groupe Daesh. Du fait de la répression, les relations entre Washington et le Caire s'étaient quelque peu refroidies. Les États-Unis avaient gelé une partie de l'aide de 1,5 milliard de dollars qu'ils versaient chaque année à l'Égypte avant de commencer à la rétablir. En Afghanistan, un attentat suicide des talibans a fait 3 morts dimanche à Kaboul. Un Britannique travaillant pour la mission de police européenne en Afghanistan et 2 jeunes Afghanes, alors que les insurgés multiplient les attaques au cœur de la saison des combats. Cette attaque qui a eu lieu près de l'aéroport de Kaboul intervient 4 jours après un raid nocturne des insurgés contre une résidence hôtelière de Kaboul qui a fait 14 morts, pour la plupart des étrangers venus assister à un concert de musique afghane. Le Britannique tué dimanche matin était un membre de la société de sécurité travaillant avec la mission policière de l'UE, EUPOL, a précisé dans un communiqué la responsable de l'EUPOL en Afghanistan, Pia Stjernvall, en qualifiant l'attaque de tragique et de lâche. 3 autres personnes qui se trouvaient à bord du véhicule touché ont été blessées sans gravité selon l'EUPOL. Dans l'après-midi, le secrétaire au Foreign Office britannique Phil Hammond a confirmé la mort du Britannique travaillant pour l'UE. C'est la seconde attaque en quelques jours revendiquée par les talibans et je condamne fermement ces actes lâches, a-t-il écrit dans un communiqué.
L'attentat perpétré par un kamikaze à bord d'une voiture a été revendiqué par les talibans dimanche via leur compte Twitter officiel. Les insurgés, qui exagèrent souvent le bilan des attaques, ont assuré via leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, avoir tué 7 soldats occupants et en avoir blessé 5 autres. Le président afghan Ashraf Ghani a également condamné l'attaque dans un communiqué dimanche après-midi. Le meurtre de civils, en particulier des femmes et des enfants, montre que les terroristes sont battus sur le terrain par nos forces de sécurité, a-t-il écrit. Outre le professionnel de la sécurité britannique, 2 jeunes femmes afghanes civiles ont été tuées dans cette attaque, ont indiqué à l'AFP des sources policières. En Macédonie, l'opposition de gauche a organisé dimanche un grand rassemblement à Skopje pour réclamer la démission du gouvernement conservateur de cette ex-république yougoslave, secouée par une grave crise politique et théâtre il y a une semaine d'affrontements meurtriers. Des milliers de personnes sont attendues à cette manifestation qui commencera vers 14h locale sur un boulevard longeant le bâtiment du gouvernement. À quelques heures du début de la manifestation, de la musique résonnait de haut-parleurs installés sur une scène dressée à un carrefour de ce boulevard. Non loin, des policiers sortaient d'un fourgon des équipements anti-émeute, alors qu'une colonne d'une dizaine de véhicules de la police arrivait sur les lieux pour prendre position dans l'attente des premiers manifestants. Défiant l'opposition, le Premier ministre Nikola Gruevski, accusé de corruption et d'écoute illégale à grande échelle, a affirmé samedi qu'il n'entendait aucunement démissionner. En revanche, 3 de ses proches collaborateurs, les ministres de l'Intérieur et des Transports, ainsi que le chef des renseignements, ont déjà présenté leur démission. Au Japon, plus de 30 000 militants pacifistes ont manifesté dimanche à Naha, la capitale d'Okinawa, pour dénoncer le projet de relocalisation d'une base militaire américaine sur cet archipel du Sud, selon les organisateurs. Les manifestants protestaient à nouveau contre le projet controversé de transfert de la base aérienne américaine de Futenma à Henoko, dans le nord d'Okinawa. Ce plan remonte à 1996. Selon les organisateurs cités par les médias locaux, au moins 35 000 personnes ont pris part au rassemblement qui s'est déroulé sans incident. Des marches de moindre importance avaient déjà eu lieu ces dernières semaines à Okinawa. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a réitéré sa volonté de procéder au transfert de la base de Futenma lors de son sommet avec le président américain Barack Obama le 29 avril à Washington, dans le cadre du pacte de défense nippo-américain. Mais les habitants d'Okinawa s'opposent depuis des années à la présence militaire américaine et à la volonté du gouvernement de droite de M. Abe de mener à bien les travaux de relocalisation de la base, un déplacement réclamé par l'allié américain. Archipel occupé par les Américains après-guerre et rétrocédé au Japon en 1972, Okinawa héberge plus de la moitié des 47 000 GIs stationnés au Japon. Une cohabitation forcée qui est mal vécue par la population locale. Les habitants se plaignent de nuisances sonores et des risques d'accidents. Ils estiment aussi que la présence de tant de Marines américains constitue une porte ouverte à la criminalité, notamment au viol, s'appuyant sur plusieurs faits divers ces dernières années. Pour M. Abe, le déplacement de la base de Futenma, implantée dans une zone urbaine, vers la région littorale peu peuplée de Henoko, est la seule solution. Mais les habitants d'Okinawa, conduits par leur gouverneur anti-base Takeshi Onaga, n'en veulent pas du tout sur leur territoire. Insolite. Une découverte majeure en biologie maritime étonne la communauté scientifique et bouleverse la classification animale. Il existe une espèce de poisson capable de réchauffer son sang. Ce poisson, nommé Oppa, est le premier poisson à sang chaud. Dans une étude publiée dans la revue Science, ils expliquent que le saumon des dieux, aussi connu sous le nom d'Oppa ou de lamprilune, est le premier poisson à sang chaud jamais identifié. Pour tous les connaisseurs de biologie animale, cette découverte a de quoi surprendre. En effet, catégoriser l'Oppa comme un animal à sang chaud, c'est dire qu'il partage une caractéristique importante avec les mammifères et les oiseaux. Concrètement, cela implique que le poisson est capable de maintenir une température corporelle supérieure à celle de son environnement, ce qui lui confère un avantage évolutif particulier. En effet, l'animal vit dans les profondeurs de l'océan, où la température de l'eau est si froide que les poissons et crustacés qui y vivent évoluent lentement. Le fait de pouvoir élever sa température corporelle environ 5 degrés au-dessus de celle de l'eau dans laquelle il nage lui permet de se mouvoir plus rapidement que ses proies. L'Oppa est donc un chasseur redoutable qui survit facilement en eau froide et profonde, se reproduit rapidement et se retrouve un peu partout dans le monde. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.